On va fonctionner de la même façon que ce matin et je donne tout de suite la parole à notre première intervenante qui est Catherine Bourguin, chercheuse en génétique humaine et statistique à l'INSERM. Et vos travaux donc portent sur les impacts sociaux de la génomique et vous travaillez au CERMES 3. Et vous êtes membre aussi du comité d'éthique de l'INSERM et secrétaire de l'association Sciences Citoyennes. Voilà, donc une intervention qui est intitulée « Remettre la science dans le champ de la démocratie », donc une intervention à focale large qui aborde une question sans doute assez souvent envisagée, mais qui n'en reste pas moins fort difficile. Et donc ici, vous faites le lien avec entre ces réflexions et les actions que vous avez pu mener à Sciences Citoyennes. Voilà, Catherine. Alors, lorsqu'il y a maintenant plus de 15 ans, nous lancions l'association Sciences Citoyennes. Nous parlions à l'époque de Fondation Sciences Citoyennes pour marquer notre ambition de contribuer à produire et à distribuer des idées comme d'autres peuvent distribuer de l'argent. Nous nous étions fixés comme objectif de, et je vais reprendre ici les termes de notre charte, favoriser et prolonger le mouvement actuel de réappropriation citoyenne et démocratique de la science afin de la mettre au service du bien commun. Plusieurs éléments nous mettaient en mouvement. La conscience de l'urgence écologique d'abord. La conscience de l'urgence et un sens aigu de la responsabilité des sciences et des techniques dans cette situation, mais également la conscience de l'importance de produire et de développer de nouvelles formes de savoir pour résister et pour faire face à ces crises. Nous partagions également le constat que la marchandisation des savoirs et du vivant allait croissante et en même temps, pour reprendre une expression un peu passée de mode, mais qu'il y avait dans les mobilisations et les initiatives citoyennes des imaginaires et des forces pour résister et pour inventer d'autres possibles. Pour moi, qui combinait à l'époque un engagement écolo important et des études de biologie, les OGM étaient la meilleure incarnation des raisons de se mettre en mouvement. Des cercles scientifiques industriels opaques avaient engagé une part substantielle de la recherche en biologie vers les biotechnologies, notamment dans le domaine végétal. Et nous nous retrouvions 30 ans après à ouvrir la boîte noire des conséquences écologiques et sociales de ces choix. Nous nous retrouvions à dénoncer les déficits de démocratie qui les avaient rendus possibles. Ces choix, dont l'impact sur notre monde était majeur, n'avaient fait l'objet d'aucune délibération politique. D'un point de vue interne à la science, les OGM étaient le résultat d'une position dominante de la biologie moléculaire que j'avais pu expérimenter au cours de mes études. Installée en discipline reine et méprisante, la biologie moléculaire avait pu prétendre pouvoir se passer des savoirs produits, notamment par d'autres disciplines savantes, de l'écologie à l'économie, en passant, pour n'en citer que quelques-unes, bien sûr, la génétique des populations dont Isabelle nous a parlé ce matin. Elle s'était retrouvée en situation de pouvoir définir seule les termes des débats, de définir seule les risques considérés comme scientifiquement avérés et de réduire les autres aspects à des peurs irrationnelles agitées par des obscurantistes anti-sciences. Au-delà de ces débats, ces déficits de démocratie, disions-nous, avaient des conséquences directes sur les types de recherche financées et sur les savoirs produits. Ainsi, comme nos analyses des publications scientifiques l'avaient montré, la recherche académique française était très à la traîne en matière d'agriculture biologique, en comparaison notamment avec d'autres pays européens comme le Danemark. Et dans ce domaine, c'étaient les paysans sélectionneurs de semences qui étaient à la pointe de la recherche et de l'innovation. Entre recherche publique et recherche privée, un véritable tiers-secteur de la recherche existait, prenait de l'ampleur, et adoptant un point de vue différent, ouvrait des nouveaux possibles pour faire face à l'urgence climatique. Alors, le lancement de l'association Sciences Citoyennes, c'était en 2002.
Et je voudrais maintenant dresser un très rapide état des lieux, 15 ans après, pour évaluer dans quelle mesure ces éléments qui nous ont alors mis en mouvement ont été ou pas déplacés. La conscience de l'urgence écologique est sans doute aujourd'hui largement plus partagée. En revanche, la capacité de notre société à interroger sérieusement le dogme de la croissance économique, à penser sa survie économique et politique en dehors des choix productivistes instaurés par le développement de l'industrialisation, fait toujours autant défaut. Nous avons fait une note sur le sujet à Sciences Citoyennes. Les politiques publiques en matière de recherche et d'innovation en sont, je pense, une démonstration saisissante. Doper la croissance économique, valoriser les savoirs susceptibles d'entrer dans un univers marchand pour y générer de l'activité, laisser le soin au marché de distinguer les savoirs jugés utiles et les savoirs superflus, laisser les logiques de court terme dessiner les contours de l'excellence, ou encore organiser le tissage toujours plus fin entre logique académique publique et logique marchande dans la production des savoirs, voilà quelques-unes des conséquences de l'entrée dans l'économie de la connaissance promise par les agendas politiques libéraux à l'orée du XXIe siècle. En matière de démocratie, maintenant, les évolutions peinent à susciter l'enthousiasme. Les pratiques visant à consulter les citoyens sur des questions ciblées en dehors des échéances électorales se sont bien diversifiées, multipliées, mais le plus souvent, à l'instar du référendum de 2005, sans que les avis exprimés ne soient sérieusement pris en compte. L'explosion des inégalités sociales, économiques et écologiques est un terreau extrêmement fertile pour les discours politiques autoritaires, simplistes, fondés sur l'exclusion et qui réduisent la démocratie au plébiscite quand ils ne préparent pas la guerre. Enfin, les espoirs et les engagements pour faire d'Internet un bien commun, un espace libre, outil d'une pratique démocratique renouvelée, ont été assez sévèrement douchés par la force avec laquelle les acteurs marchands s'en sont emparés pour en faire, à l'opposé, un outil d'extension des logiques de privatisation. Ici encore, le champ des technosciences a largement incarné ces évolutions. Quelques conférences de citoyens ont été organisées sur les nanotechnologies, l'enfouissement des déchets ou la lutte contre la pollution. Mais faute d'engagement politique fort, elles ont constitué au mieux des expérimentations localisées d'intelligence collective au service du bien commun, mais le plus souvent, un subterfuge démocratique. Jacques en fera, je n'en doute pas, un bilan sans complaisance. En matière de liberté d'expression au sein de la communauté scientifique, un espoir modeste a été soulevé en France lorsque le premier projet de loi de protection des lanceurs d'alerte a été soumis au Parlement. Un projet auquel l'association Sciences Citoyennes avait apporté sa contribution. Mais de petits arrangements en grands renoncements, le résultat s'est révélé en pratique fort décevant. Les difficultés traversées par celles ou ceux qui lancent une alerte, en général et dans le champ scientifique en particulier, restent grandes aujourd'hui. Et les moyens pour évaluer l'intérêt d'une alerte sont bien trop limités pour envisager que ce dispositif puisse réellement jouer le rôle de vigie sociale auquel on peut espérer qu'il joue. Pardon. Le tiers secteur scientifique, notre matinée a été l'occasion d'en discuter, continue de se développer, continue d'inventer de nouvelles formes, de s'immiscer dans de nouveaux espaces. Mais il serait difficile d'y voir le résultat d'un engagement politique institutionnel fort. Des programmes encourageant le développement de ce type de recherche ont été expérimentés. Nous en avons parlé ce matin. La région Île-de-France, par exemple, a instauré en 2005 un mécanisme de financement adapté à la recherche participative qui s'appelait les partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation, les PICRI. Les régions Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, lui avaient ensuite emboîté le pas et le ministère de l'Environnement s'y était également essayé avec le programme Repère. Le principe de ces financements était simple, ne soutenir que des projets de recherche déposés conjointement par des organisations de la société civile et par des équipes de recherche académique, dans lesquelles, ça a été bien évoqué ce matin, les questions de recherche étaient définies conjointement entre partenaires. J'ai eu l'occasion en 2012 de siéger dans le jury des PICRI et j'ai le souvenir d'en être ressortie plus convaincue que je n'y étais entrée.
Non pas que l'exercice avait été facile. Évaluer la co-construction d'une question de recherche en pratique n'est pas une tâche évidente. Mais au regard d'autres jurys dans lesquels j'ai pu siéger, la créativité dans les questions posées, comme dans les dispositifs de recherche imaginés pour y répondre, était, je dois le dire, assez épatante. Et pourtant, à l'occasion d'alternances politiques, ces outils d'aide à l'expérimentation ont été à leur tour rayés de la carte des politiques de recherche, au profit d'un resserrement sur les formes de soutien à l'innovation technologique en lien toujours plus étroit avec le secteur privé à but lucratif. Enfin, depuis quelque temps, nous en avons discuté lors du premier colloque, les discours et les actes appelant à stopper net les expérimentations démocratiques dans le champ des sciences se multiplient. Ce ne serait pas d'ouverture ni de maturation démocratique dont nos sociétés auraient besoin pour produire les connaissances pour l'avenir. Non, l'urgence, nous dit-on, serait au contraire à la restauration de l'autorité de la science par la centralisation, de permettre aux scientifiques de se retrouver à nouveau entre eux, ou alors bien sûr uniquement avec des acteurs marchands, partenaires tellement intégrés que leur présence en vient à être négligée. Pour résumer certains discours sur la responsabilité scientifique entendus notamment au sein de l'Union européenne, c'est en se retrouvant entre eux ou presque, donc, que les scientifiques auront l'espace nécessaire pour réfléchir sur leurs pratiques, pour les faire évoluer vers plus d'intégrité, plus d'éthique. Entendu bien sûr que l'éthique comme l'intégrité seraient des enjeux qui ne se poseraient qu'à l'échelon individuel et pourraient se régler à coup de nouveaux codes de bonne pratique ou de nouveaux comités ad hoc sans avoir à interroger les effets systémiques des politiques en place. Pour résumer cette fois les discours tenus en France par certains scientistes, c'est en se retrouvant entre eux ou presque, toujours, que les scientifiques pourraient retrouver la légitimité sociale forte qui était la leur il y a quelques années et que les dernières années ont passablement écornée. C'est en s'extrayant des foules sentimentales, inconstantes, manipulées par des intérêts privés, disent-ils encore, que les scientifiques pourraient produire une information solide, neutre et fondée sur la science. Science, cela va de soi, une est indivisible et indivisible. Je précise que je reprends là le contenu d'une récente note qui propose la mise en place d'une haute autorité de la culture scientifique pour lutter contre les fake news. Dans ces discours, les industriels qui ont activement caché les effets du tabac sur la santé et les paysans qui s'opposent aux OGM au nom de leur indépendance économique ou de la protection de la planète sont mis au même rang, au rang de marchands de doute qui viennent polluer la possibilité de décisions politiques éclairées. Dans ces discours, la co-construction des savoirs entre chercheurs et société civile est une démarche qui ne produit rien d'utile. Une démarche même contre-productive puisqu'elle rabaisse la science au niveau d'autres formes de savoir, pourtant bien moins prestigieuses. Il faut dire que dans le monde de la co-construction des savoirs, les arguments de biologistes moléculaires sont assez peu puissants à retourner, je cite, la vision péjorative des bioproduits, comprendre les OGM et non des produits bio. Je crois que parmi les éléments qui se sont déplacés en 15 ans, il faut prendre au sérieux ces attaques virulentes contre ces initiatives pour démocratiser les sciences. Alors pourtant, arrivé à ce stade, le propos vous en surprendra peut-être, mais ce n'est pas à un constat d'échec amer que me porte ce bilan pourtant plutôt sombre. Les raisons pour lesquelles nous appelions hier à mettre, plutôt d'ailleurs qu'à remettre, les sciences en démocratie sont plus actuelles que jamais. L'heure ne saurait être à la résignation. L'heure est au contraire à la multiplication, à la diversification de nos formes d'engagement et à leur pérennisation dans le temps long. Indéniablement, en 15 ans, les choses se sont corsées pour celles et ceux qui travaillent à imaginer et à expérimenter les moyens de faire effectivement entrer les sciences en démocratie. Les temps où nous pouvions espérer qu'une élection pouvait assurer l'avenir de la recherche participative par l'invention d'un nouveau dispositif institutionnel sont bien révolus. Mais finalement, la démocratie de délégation a-t-elle jamais eu un avenir sur des questions complexes ? Pourquoi les technosciences constitueraient-elles une exception ? Hier déjà, et peut-être aujourd'hui plus encore, c'est à une démocratisation des sciences par l'engagement des chercheurs et des citoyens
que nous appelons. La société civile non marchande est le vrai cœur de notre démocratie. Ce sont dans les associations, dans les réseaux, sur les zones d'expérimentation que l'engagement collectif arrive à surpasser les logiques individualistes marchandes. Et cette richesse est inestimable. C'est sur ces formes d'engagement que nous pouvons et même que nous devons compter pour démocratiser les sciences. À défaut d'une loi ambitieuse sur les lanceurs d'alerte, les fondations d'une maison des lanceurs d'alerte sont en cours de production par un réseau associatif auquel nous participons, que nous apportons notre pierre, mais qui vient lancer une expérimentation pour répondre au manque d'engagement des institutions. Les interactions entre chercheuses, chercheurs et société civile sont fécondes dès lors qu'elles peuvent prendre leur temps. Prendre le temps de se comprendre, de construire une confiance réciproque, prendre le temps d'inventer les façons de travailler ensemble pour surmonter les fragilités et les obstacles qui ne manquent jamais d'advenir. Depuis quelque temps, c'est ainsi l'importance de l'accompagnement de la recherche participative par des tiers veilleurs que Sciences citoyennes contribue à faire reconnaître. Le tiers veilleur est précisément là pour accompagner dans le temps, pour protéger aussi, et pour tenter de nourrir les expérimentations des unes des autres. En l'absence d'engagement politique pour financer les recherches participatives, c'est autour d'un engagement associatif, d'un engagement de fondation que Sciences citoyennes et d'autres ont réussi à faire en sorte qu'un nouveau projet, un nouvel appel à projet pour recherche participative a été lancé cet été et a reçu un nombre de candidatures fort encourageant. Au-delà des programmes de recherche participative, ces expériences sont fécondes par les déplacements qu'elles opèrent chez les chercheurs et chez les citoyens qui s'y engagent. Nouvelles pratiques, nouveaux regards, rapports différents à la responsabilité, les effets leviers de ce type d'action, y compris quand elles ont une place minoritaire, sont multiples. En matière de délibération et d'élaboration des priorités de recherche, ce n'est pas de consultations ponctuelles dont nous avons besoin, mais bien de citoyens qui s'engagent à se former, à réfléchir dans le temps pour pouvoir produire du bien commun, comme dans le contexte des conventions de citoyens. En 2007, nous organisions, avec Sciences citoyennes, un cycle de dialogue sciences-planète. Notre ambition était d'imaginer les savoirs dont nous aurions besoin pour un monde vivable en 2030. En 2013, c'est plutôt de dispositifs institutionnels pour protéger l'alerte et pour ouvrir l'expertise dont nous avons souhaité débattre au Sénat. Je crois que si nous avons en 2018 décidé de mettre la responsabilité scientifique au cœur de nos réflexions, c'est qu'il nous a semblé important de revenir aux fondamentaux. Être responsable individuellement et collectivement face à l'avenir, en tant que scientifique, mais surtout en tant que citoyen, nous n'avons pas d'autre choix. La responsabilité n'est ni un acte ponctuel, ni une pratique uniforme. La responsabilité est un engagement dans le temps, un engagement qui nous concerne toutes et tous et qui prend les formes de nos diversités. De l'engagement, de la persévérance et des approches variées dont les effets vont se cumuler. Être en mesure d'allumer des contre-feux nombreux, multiples, pour résister aux logiques de marchandisation et de privatisation comme aux postures autoritaires, pour surmonter les obstacles inévitables. Qui a dit que résister en imaginant de nouveaux possibles pouvait être une promenade de santé ? Voilà ce dont nous avons besoin pour continuer à composer le volumineux trousseau de clés qui permettront peut-être un jour d'ouvrir même un peu les sciences à la démocratie. Merci.